Julien, on ne pouvait pas parler d'Alpine et de leur concept sans évoquer la Formule 1. Tu m'étonnes. T'es devenu fan. Les gens savent pas forcément, mais ouais, je me tape, je sais pas combien de vidéos de Formule 1. Et c'est hyper intéressant aussi d'un point de vue technologique, d'où le titre. Est-ce que ça va aider l'automobile en 2026 avec l'hybridation, avec le côté énergie propre, avec des carburants de synthèse? On va en parler avec Eric. Et puis, il va nous le dire, mais je sais pas si tu sais. Ouais. Est-ce que tu sais que l'année prochaine, tout va être 100% normand? C'est-à-dire que les deux pilotes, Gasly et Ocon, viennent de Normandie. Chez Alpine, tu veux dire? Ouais, de chez Alpine. Mais ils sont normands, les deux sont normands. Les Alpines sont faits en Normandie. Donc en fait, Alpine, ça sera 100% normand. Je trouve ça incroyable. Vive la Normandie, vive Alpine. Voilà. Et alors, on a quand même la chance d'avoir Eric Bilderman avec nous. Tu vas bien, Eric? Salut, ça va? Ben ouais, on te chope là, on te vole entre deux. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, tu couvres la F1, tu fais tous les grands prix. Tu es un fan là. Alors moi, je viens d'apprendre qu'Alpine, maintenant, tout va devenir normand. Voilà. Absolument, 100% made in Normandie. Voilà, mais tu m'as dit une chose, tu avais envie qu'on en parle là, devant. Tu m'as dit c'est la marque qui a fait l'actualité en 2022 et qui a amené le plus d'émotions. Pourquoi elle te... Voilà, toi qui vois de l'intérieur, tu es tout le temps. Parce qu'à la fois, sportivement, elle s'affirme comme la quatrième force du plateau. Il n'y a pas de surprise devant avec la domination de Red Bull, de Mercedes et de Ferrari, mais il y a l'émergence et la confirmation de la montée en puissance d'Alpine. Cette voiture là qu'on voit là, elle est bien née. Elle est bien née et elle est bien pilotée. Elle est bien pilotée par un Français, Esteban Ocon, et elle est encore mieux pilotée, extraordinairement pilotée par Fernando Alonso. Donc tout allait bien dans le monde d'Alpine. C'était la story positive, la story émotion. Et puis derrière, il y a eu la story polémique. Qui a fait qu'effectivement tout l'été on n'a parlé que d'Alpine. Pourquoi? Parce que Fernando Alonso, à qui on a proposé un contrat d'une année plus une année, s'est vexé qu'on ne lui fasse pas plus confiance, qu'on considère que tu es peut-être un peu vieux, dans un an tu vas peut-être perdre ta motivation. Attendez, c'est Alonso, fais pas ça à Fernando. Donc Fernando, il aura fait un bras d'honneur. Il est parti chez Aston Martin avec une voiture qui tourne 7-8 dixièmes derrière celle-ci. Donc il fait un choix d'ego. Il fait un choix financier, mais il ne fait pas un choix sportif. Et à ce moment-là, on se dit, bon, Alpine va sortir la carte Oscar Piastri, le jeune espoir australien, et bing, le contrat n'est pas bien ficelé. On se retrouve dans une situation où Alpine perd devant les juridictions de la Fédération internationale le fait de pouvoir conserver ce pilote qui a entre-temps signé un contrat chez McLaren. C'est une pépite, Oscar Piastri. Et quid de la suite? Alors il y a eu des rumeurs. Et on a eu. Mais tout l'été, moi c'est ma telenovela. Ah bah oui, mais c'est ça. Incroyable. Mais pour nous, pareil. Tu savais pas qui allait venir. Est-ce que c'est Gasly, Ricardo? Du coup, s'il va chez McLaren, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'était. Si tu t'intéresses au truc, c'était vraiment amour, gloire et beauté. Et nous, c'était le seul moment où il n'y avait pas de fin. On était partis en vacances. On était à la plage, mais c'était pas possible d'être à la plage. Donc on se retrouvait avec qui va arriver. Esteban Ocon dans une interview dit ça serait bien si c'est Mick Schumacher, c'est mon copain. Vettel qui a commencé, oui. Voilà, Vettel est parti en retraite. Absolument. Et donc du coup ça a commencé. Et Ricardo, on a appris que Ricardo n'était pas conservé. Et donc Esteban Ocon a quelque part dépassé ses prérogatives en disant moi j'aimerais bien rouler avec Mick Schumacher, mais Mick Schumacher, même As sur le papier, n'en veut plus. Il casse des voitures, il n'est pas très bon. En dehors de s'appeler Schumacher, il a un nom mais il n'a pas de prénom. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit mais comment va faire Alpine? Solution A, Ricardo, le faire revenir. Il est cramé, Ricardo. Il est parti pas très proprement lorsqu'il a quitté Renault. Partir proprement. Voilà. Donc, et en plus, il est cher, donc c'était pas possible. Faire monter le petit Jack Doohan qui brille en F2, pourquoi pas? On a vu, et j'ai discuté avec Mick Doohan, l'ancien champion du monde de MotoGP, Moto 500 à l'époque, c'était 500 cm3, qui était venu pour essayer de plaider la cause de son fils, mais trop jeune. Franchement, c'était trop jeune. Et donc, la seule solution intelligente, c'était Pierre Gasly. Mais Pierre Gasly, il est chez Red Bull en termes de contrat. Et il est libre que fin 2023. Dans le foot. Mais c'était du foot. Moi, j'étais à l'aise. J'ai fait 30 ans de foot. Le foot. C'est du foot. J'ai du foot. Donc, il fallait racheter son contrat. Il fallait le libérer. Et en même temps, il fallait que de l'autre côté, il y ait la certitude pour AlphaTauri, la marque sœur de Red Bull, de trouver un bon pilote. Comment on fait? On se dit, il y a un Américain qu'on peut faire venir d'IndyCar, mais le problème c'est qu'il n'a pas la super licence. Mauvaise pioche. Donc AlphaTauri et Red Bull y cherchent.
Et puis il y a le Grand Prix, alors de mémoire, il me semble que c'était à Monza, où il y a Albon qui a fait opérer de l'appendicite, et c'est Nick De Vries qui arrive, 27 ans, espoir qui était au placard depuis un moment, champion de Formule 1, mais champion de Formule 1 c'est champion de rien quand on arrive en Formule 1. Et puis il a brillé, il a été bon, le type est sympa, le type est intelligent, il a une bonne gueule, il a tout pour remplacer Pierre Gasly. Et à ce moment-là, Red Bull, pour bons et loyaux services, a accordé un bon de sortie. Ça a recommencé à Pierre Gasly. Et Pierre Gasly. Et bien donc Pierre Gasly, il est là. L'année prochaine, c'est une équipe 100% normande. La voiture, c'est Dieppe. Alors celle-ci, non, parce que ça se passe plutôt du côté de l'Angleterre. Les pilotes, il y en a un qui est du Pays d'Ouche, c'est, comment il s'appelle, Esteban Ocon, donc qui est, on va dire, de la Normandie rugueuse, la Normandie plutôt de champ de betterave. Et puis de l'autre côté, vous avez Pierre Gasly, qui lui vient de la banlieue rouennaise, du côté de la rive droite, c'est la bonne rive, c'est la rive CSP+. Et donc tu es en train de me faire voici là. Mais oui, c'est génial. Mais c'est qu'à la base, ils ont commencé le karting ensemble, c'était des potes. Il s'est passé différentes choses parce qu'effectivement, ils viennent pas du même milieu. Il y a un milieu qui est plus aisé que l'autre. On ne sait pas trop, ça a clashé en karting, ça a clashé après. Donc à la base, ils sont pas potes. Donc tout le truc aussi de l'été, c'était est-ce qu'ils vont se mettre d'accord pour bien bosser ensemble, parce que ça peut être pire que tout. Alors, on verra. Alors sur les déclarations liminaires, ils sont forcément très politiquement corrects, mais il y a un contentieux sportif et extrasportif entre eux. Les parents sont aussi fâchés les uns avec les autres. Donc, je sais pas si tu as vu, mais Alpine a dit qu'ils ne pourraient pas être invités ensemble. Absolument, donc il y aura, je pense, des week-ends Gasly, des week-ends Ocon, mais en même temps, le père d'Esteban, pendant très longtemps, n'avait pas l'autorisation de venir avec Renault ou avec Alpine dans le showroom, qu'on appelle ça l'hospitalité, parce qu'on considérait qu'il pouvait être un peu trop prégnant et un peu trop présent. Mais est-ce que sportivement ça va être bon? Tu penses qu'ils vont se faire une guerre qui va faire qu'ils vont faire exploser les chronos? Je pense que la seule solution pour que ça se passe positivement pour Alpine, c'est qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Deux pilotes du même niveau, deux pilotes qui se battent, à un moment donné, ça va clasher. Et c'est pas lié à leur passé, c'est lié à ce qu'on a vu avec Rosberg et Hamilton, c'est lié à ce qu'on a vu avec Senna et Prost. Quand tu as deux pilotes de la même place. Aussi, dans le temps, c'était pareil. Mais Ocon et Sergio, il y avait des accidents toutes les 5 minutes. Voilà, avec Perez, absolument. Perez, Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur d'autres écuries, il y a vraiment un numéro 1, un numéro 2, on le sait. Là, en fait, ils ont le même âge, ils ont un peu le même parcours d'une certaine manière. Et ils ont chacun gagné un Grand Prix. Il y en a un qui a fait 2 podiums dans sa vie, l'autre 3. Il y en a un qui a disputé 103 Grands Prix, l'autre 106. C'est 2 clones. Tu le dis avec gourmandise. Mais oui, c'est génial. C'est ça qui est intéressant de dire. Mais l'année prochaine, Alpine va être le mainstream story de la saison. Nous, et c'est important aussi pour le sport. Mais bien sûr, c'est important. Il faut, si tu veux, Netflix a populariser la F1 en racontant des histoires et en scénarisant les personnages. Et en fait, on se rend compte de la F1. Moi, quand je suis arrivé sur la F1 il y a 7 ans, j'y connaissais rien et j'y connais pas grand-chose toujours sur le plan technique, mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est d'une richesse absolue au niveau des hommes. Donc à partir de là, tu rencontres Toto Wolff, tu te dis putain c'est un seigneur. Tu rencontres les ingénieurs, ils sont brillants. Tu rencontres 70% des pilotes, les types sont intelligents, les types ont des choses à raconter et ne sont pas langue de bois. Et il y a quelque chose, et ça j'insiste, c'est que tu prends un pilote de F1 qui s'est mis à 300 à l'heure au bout d'une ligne droite. Il passe au centre médical. Qu'est-ce qu'il fait après? Il vient en zone mixte. Il est de ce côté-là, devant son garage, et il te parle. Tu prends un joueur de foot, j'ai posé 30 ans dans le foot, ils ont perdu 2-0. Tu le verras jamais en zone mixte, le gars. Tu le verras jamais. Donc il y a quelque chose qui est fabuleux. Donc tout ça pour revenir à ta question, oui, ça va être extraordinaire l'année prochaine de vivre cette concurrence entre ces deux pilotes, surtout avec une voiture qui sent le podium, qui respire le podium, qui va leur amener à un moment donné la possibilité de prendre la lumière. C'est pas pour se battre à la 8e ou à la 10e place, c'est pour se battre devant, c'est pour se battre juste derrière les gros et de temps en temps aller leur mordre les chevilles. Ces deux-là. On l'a vu encore avec Hamilton et Esteban Ocon là sous la pluie. Il a résisté, absolument. Julien, tu as quand même une question technique. Tu me dis que la F1, c'est le futur, c'est le laboratoire vraiment. À la base, l'angle de la vidéo, c'était ça, mais c'est vrai que c'est tellement intéressant. Et puis je pense que les deux, on est au taquet. C'est vraiment le telenovela, mais dans le bon sens du terme. Après, par rapport à l'automobile, pour revenir à ça, parce que c'est quand même un peu le labo, ce qui est intéressant, c'est que il y a la FIA qui essaie de faire en sorte qu'il y ait du spectacle. Donc il y a plusieurs choses qui sont venues avec le temps. Il y a eu le DRS, par exemple, dans les lignes droites. Tu peux monter ou abaisser l'aileron qui te permet d'aller plus vite, tu vois. Tu as le RS avec le moteur.
Et en fait, en 2000, si tu veux, l'année dernière, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé d'un point de vue aéro. Donc il le disait, Eric, celle-ci est bien née. Mercedes, elle était mal née parce que l'aéro est très important. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 2026, le moteur va changer, les restrictions vont changer. Et leur but, en gros, si tu veux, tu as la formule électrique, où qui a le côté électrique, ça passe, mais si la Formule 1 ne change pas, en gros, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais dans 5 ans, il n'y a plus de Formule 1, parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'écologie, ils sont obligés de prendre les devants et d'avoir une neutralité carbone. Donc ça va se passer sur plusieurs choses. Le premier truc, ça va être l'essence. Il y a Aramco qui bosse sur l'essence, et ça va être une essence de synthèse. Et peut-être, c'est pour ça que j'ai envie de le coller à nos voitures, à nous, peut-être que nos voitures, un jour, pourront avoir des moteurs hybrides qui peuvent fonctionner avec de l'essence de synthèse. Moi, j'adorerais sur ma voiture que ça puisse fonctionner. Première chose. Après, si tu veux, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais tu as le MGU-H et le MGU-K. C'est deux choses qui permettent de régénérer de l'énergie dans la batterie électrique pour que la voiture aille plus vite. C'est très compliqué. Il y a un truc qu'on utilise tous, nous, dans nos voitures, c'est la régénération. Mais eux, ils utilisent une régénération par gaz. Ils vont l'enlever. Le but, c'est de simplifier et que tout l'ingénierie, le travail de laboratoire qui est fait sur les Formule 1 puisse servir dans nos voitures. Donc en gros, elles vont avoir des puissances x2 en électrique. On va arriver à 350 kW, donc presque 500 chevaux juste sur l'électrique. En tout, ça fait à peu près 1000 chevaux une Formule 1. Donc c'est juste énorme. Le but, c'est que ça, un jour, ça aille peut-être sur une... comme la boîte à crabot en fait qu'ils ont mis sur la E-Tech, que ça aille sur une E-Tech, sur un Arcana à capture. Donc je trouve que le parallèle devient beaucoup plus intéressant que juste aller vite. En fait, il y a l'essence, il y a le moteur, l'histoire des batteries, d'avoir des nouvelles batteries et d'avoir aussi une façon de régénérer mieux l'électricité. Voilà. Eric, toi dans les couloirs des paddocks, etc., on parle de ça? Tu l'entends? Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est-à-dire que ça soit le politiquement correct ou la nécessité à un moment donné de s'adapter aux normes de pollution et à sauver son image, la Formule 1 avance. La Formule 1 a souvent été précurseur, comme l'a dit Julien. On a un sport qui technologiquement est le plus avancé de ce que le sport automobile peut proposer. Donc bien évidemment que l'hybridation qui est là depuis 2014, que demain les carburants de synthèse et la pénétration entre guillemets de plus en plus d'électrique, de génération de puissance électrique dans ces véhicules amène des choix technologiques, des avancées et vont à terme se retrouver dans les véhicules de Monsieur Tout le Monde. Moi je voudrais quand même apporter un bémol à tout ça. Parce que quoi que fasse la Formule 1, la neutralité carbone et je vais essayer d'adopter des technologies qui ne polluent pas. Mais quand on a de plus en plus de grands prix de Formule 1, on en avait 15 il y a 20 ans, on en a 24 là et ils veulent aller jusqu'à 25. Et que vous allez une fois en Chine et que 8 jours après, vous êtes à Bakou. Et que quand vous êtes à Bakou, 8 jours après, vous êtes au Canada. Mais qu'après, vous revenez en Europe et qu'ensuite, il faut retourner à Las Vegas et au Brésil et à Abu Dhabi. Le bénéfice est zéro. On arrête quoi. Je t'adore. Bon, on t'a volé 10 minutes, c'était passionnant, tu t'y attendais pas. Hein? Non, mais je t'ai dit voilà. Bon, félicitations pour ton papier, enfin ton interview de Carlos Tavares. On devait se voir sur ça, sur Peugeot. Hein, on peut le consulter en ligne, parce que toi tu me l'as envoyé, c'est paru jeudi. Hein, c'est paru vendredi, dans l'équipe de vendredi, le spécial salon. Voilà. Mais consultable en ligne, il sera toujours disponible en ligne. Mais comme c'est des articles entre guillemets du package payant, il faut être abonné à l'équipe pour lire à part les 50 premières lignes. Bon, merci. Avec plaisir. Merci. À bientôt les garçons. J'avais 10 minutes de questions, mais on est déjà à 20 minutes, je pense qu'on va...